grand merci de venir de Zurich pour vous parler à nous et à vous. Zurich, c'est pas très loin, c'est en Suisse, mais par ces jours de grève, c'est très compliqué de venir de Zurich avec, vous imaginez, un changement à Paris, Roissy ou Orly? Charles de Gaulle, donc le RR, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Yuri est le fondateur et le gérant d'une société qui s'appelle Creative Supply, ou Creative Supply. Son métier est d'accompagner et d'aider les entreprises à raconter des histoires et à travailler les stratégies de marque. Et c'est ce qu'il va développer pour nous, pour vous, au travers du prisme numérique dans son intervention. Il travaille avec tout type d'industrie, l'industrie hôtelière, l'industrie de l'immobilier et l'industrie que j'ai oublié, qui est la troisième, la banque, la finance. Et comme il vient de Suisse, on se doute qu'il travaille aussi avec l'industrie du luxe. Merci d'accueillir Yuri. Yuri, tu as 45 minutes pour les convaincre. Merci. Bonjour à tous, je suis la dernière barrière avant l'apéro. Et j'aimerais commencer par avoir des slides qui fonctionnent. Par vous raconter une histoire. Peut-être certains de vous la connaissent. C'est il y a quelques années déjà, le début des années 2000, cet homme met sa casquette, prend son violon et se trouve une belle place dans le métro de Washington, aux États-Unis. Il joue pendant 1 heure. La plupart des gens ne s'arrêtent pas du tout. Certaines personnes s'arrêtent et encore moins lui laissent de l'argent. Au bout d'1 heure de jeu, il a gagné 32 $. Alors, 32 $ du point de vue d'un musicien de rue, c'est pas mal du tout. Sauf que cette personne s'appelle Joshua Bell. Pour les musiciens entre vous, c'est un des plus grands musiciens au monde. Le violon sur lequel il joue vaut à lui seul 3,5 millions de dollars. Il a joué pendant 1 heure les morceaux qui sont les plus difficiles à jouer au violon. Et quelques jours avant ou quelques jours après, selon vous le voulez, il fait salle comble dans toutes les salles de concert du monde avec un prix minimum de 100 $ la place. La raison pour laquelle je commence avec cet exemple, c'est qu'on a la même personne, avec le même talent, avec le même outil, le violon, qui est capable de générer 32 $ ou 100 $ fois le nombre de places. D'un point de vue conceptuel, ça, c'est la force de la marque. C'est donner du contexte. Il y a énormément de produits et de services dans le monde. Le monde n'a pas besoin d'un nouveau produit, d'un nouveau service, fondamentalement. Et lui donner du contexte, c'est une façon d'augmenter sa valeur perçue. Alors l'exemple évident quand on parle de valeur perçue, c'est Starbucks. Tout le monde le comprend. En Suisse, un latte, un grande latte, ça vaut presque 6 €. On connaît tous le prix du café. On sait, c'est une commodité qui est commercialisée dans le monde. On connaît le prix d'1 kilo de café. Pourtant, Starbucks arrive à générer un premium. Cette logique d'amener du contexte que Starbucks fait avec toute son histoire de café sympa, où on vient se poser, ce lieu entre le bureau et la maison, etc., permet de générer ce premium. L'industrie du parfum, par exemple. Un parfum, mettons Hugo Boss au hasard, que vous achetez 120 € au duty-free à Charles de Gaulle, le prix du jus, comme on appelle ça dans l'industrie, vaut entre 5 et 10 € au maximum. La chose la plus coûteuse à produire dans un parfum, c'est en fait le packaging. Et pour beaucoup de parfums, particulièrement ceux qui sont bon marché, c'est le carton. Parce que pour imprimer un carton de parfum, il faut 5 à 7 couches d'impression. On est analogue pour le coup, là, pas du tout digital, qui permettent d'avoir ce reflet glamour et luxueux au duty-free d'Orly. Une marque, vous l'aurez compris, c'est une image mentale. Le café Starbucks, fondamentalement, ne vaut pas 6 € si on regarde ça d'un point de vue de produit ou de service. C'est-à-dire par là qu'on travaille avec quelque chose qui est complètement intangible. Mercedes, c'est très cher, mais c'est les mieux. Saint-Tropez, c'est glamour, mais il y a trop de monde en été. La SNCF, non. Vous aurez compris. C'est une image mentale. Et pourquoi est-ce que cette image mentale est si importante? Parce qu'on est complètement dans l'intangible. Il n'y a pas de fait. C'est moi, j'ai un feeling. Je pense que Peugeot est bien. Toi, tu penses que Citroën est mieux. C'est plus du tout rationnel.
Pourtant, c'est si important. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que une image mentale définit où une marque peut ou ne peut pas aller. On trouve tous tout à fait normal que Armani, par exemple, ouvre des hôtels à Dubaï ou ait une ligne de meubles. Oui, c'est Armani, c'est le luxe, c'est le design, c'est le lifestyle, c'est normal. On trouve même normal que Virgin, qui est une compagnie de disques à la base, c'est un label de musique, ait une compagnie aérienne. On trouve ça normal, bah oui, parce que c'est Richard Branson, ce personnage un peu spécial qui représente la liberté derrière. Pourtant, l'image mentale qu'on a de Cosmopolitan n'a pas permis à Cosmopolitan, dans les années 90, de lancer un yaourt pour femmes. Vous rigolez, vous allez dire, ben évidemment, pourquoi est-ce qu'on achèterait un yaourt de Cosmopolitan? Pourquoi est-ce qu'on achèterait une compagnie aérienne de quelqu'un qui a un label de disque? Harley-Davidson aussi, qui a lancé un parfum, flop extraordinaire, parce qu'évidemment, Harley-Davidson, l'image mentale qu'on a de Harley-Davidson n'est pas le parfum. Alors aujourd'hui, c'est la journée du digital, et j'ai l'honneur et le privilège de clore. Alors vous avez vu plein de choses aujourd'hui, j'imagine, de AdWords, newsletter, les nouvelles régulations pour les emails, newsletter, etc. Et moi, je voulais un peu apporter un point de vue de la marque à l'ère du numérique. Il y a 3 enjeux que j'ai référencés, on va dire, qui me semblent être très pertinents d'un point de vue de marque. Alors le plus évident, je commence avec ça, c'est qu'on vit dans un environnement qui est totalement globalisé et ultra compétitif. Alors le moins, c'est que on est beaucoup sur le marché à essayer de vendre nos trucs. Le plus, c'est que ça permet même à des petits acteurs de tout d'un coup sortir du lot. On a fait une étude il y a quelques années comparative du nombre de followers que les compagnies hôtelières avaient. Et alors évidemment, Ibis par rapport à Mama Shelter avait beaucoup plus de followers. Je crois que c'est plus d'1 million à l'époque qu'on avait fait ça. Pourtant, quand on divisait le nombre de followers par le nombre d'hôtels, Ibis a environ 945 followers par hôtel, tandis que Mama Shelter en a plus de 11 000 par hôtel. Ça montrait donc qu'à l'ère du numérique, d'un point de vue de marque, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. On peut être 4 gus dans un bureau avec 3 000 euros de budget et arriver à faire du bruit. La deuxième chose qui est un peu plus complexe, c'est plus une mauvaise nouvelle pour les, on va dire, les sociétés, les organisations avec moins de ressources, c'est cette nécessité de produire du contenu sans cesse. Il faut produire du contenu. Il faut du content. Le graphe que vous voyez derrière moi, c'est une petite étude qu'on avait faite rapidement pour une chaîne hôtelière également qui s'appelle Cubic Hotel. Il y a quelques hôtels en Europe. Et on avait en fait regardé l'occurrence du mot cubique qui était recherché sur Google. Et vous voyez que les 2 pics qu'on voit sur cette image correspondent en fait aux ouvertures de nouveaux hôtels. Concrètement, ça veut dire qu'une marque, comme Cubic Hotel, arrive à faire du bruit seulement si elle ouvre un nouvel hôtel. C'est un truc assez coûteux. Et il y a énormément de compagnies, de clients qu'on voit qui, en fait, ont besoin soit de lancer un nouveau produit, soit d'avoir vraiment une nouvelle extraordinaire pour que les gens aient de l'intérêt pour eux. Donc combler ce gap que je montre, c'est un des vrais enjeux du marketing digital aujourd'hui. Parce qu'évidemment, si vous lancez une voiture sur le marché, la presse va s'en emparer, on va parler. Mais qu'est-ce qui se passe après? Le troisième enjeu, c'est évidemment la perte de contrôle. Alors le plus, c'est que il y a énormément de monde qui tout d'un coup qui commence à générer du contenu. Là, j'ai une image d'une unboxing vidéo. Vous savez, on reçoit l'iPhone 10 et on est le premier à montrer qu'on a reçu l'iPhone 10 et on exprime son sentiment devant YouTube. Je crois que c'est plus de 4 millions de vues, j'ai oublié le nom exact. Ou alors, c'est plus négatif. Alors, c'était quelque chose, au moment où la SNCF avait renommé ses TGV, c'est mon préféré, les 3 meilleurs noms qu'Inouï aurait pu utiliser pour remplacer TGV. 3, le fabuleux Anaconda électrique. 2, Turbo Chouchou. 1, Kevin. Donc, évidemment, la perte de contrôle a aussi un penchant qui peut être très négatif. Aujourd'hui, je vais parler de storytelling et en guise d'introduction, je voulais un peu vous montrer la vision que j'avais par rapport au numérique, qui est évidemment très conceptuelle et d'un point de vue de marque, qui n'est pas du tout technique. Et en fait, de parler des avantages du storytelling qui sont liés à ça. Dans un environnement qui est hyper compétitif, on peut gagner de la visibilité de façon économe. La deuxième chose, c'est que produire du contenu, c'est difficile. De quoi on parle? Il faut faire un post sur Instagram demain, on parle de quoi? Il faut faire un truc sur Facebook, on parle de quoi? C'est Noël, on parle de quoi? C'est Pâques, on parle de quoi? Ça demande énormément de créativité et de ressources. Le storytelling permet d'amener
une façon, on va dire, économe à nouveau, ou en tout cas de rationaliser la production de contenu. Je vous montrerai comment. Et puis, finalement, cette perte de contrôle qui est, on va dire, inévitable dans la communication numérique aujourd'hui, euh, c'est quand même aussi une opportunité de mobiliser beaucoup de gens autour d'une idée commune. Et ça, c'est quelque chose que le storytelling, bien fait, permet. Quoi le storytelling? Alors évidemment, c'est le mot buzz de 2017, on en parle un peu moins en 2018, et il y a tout et n'importe quoi. Et à l'époque, c'est-à-dire à peu près à 3 ans, quand on a commencé à se pencher un peu sérieusement sur le sujet, on a fait quelques recherches Google pour apprendre que c'était le storytelling. Et c'est plus ou moins ça qu'on a. On a Minnie Lou qui va sauver la princesse, ou alors on a des exemples de publicité. La dernière campagne de Citroën, la dernière campagne de Dove, la dernière campagne de Google, extraordinaire. Mais il y a un sentiment d'incomplet. Est-ce que vraiment c'est ça le storytelling dans un contexte de marque? Si on prend l'idée du storytelling comme vous l'avez probablement vu au lycée, excusez-moi, le slide est en anglais, mais c'est la structure narrative de base. Le storytelling, c'est raconter une histoire. On est tous d'accord là-dessus. Alors, comment on raconte une histoire? Il y a un début. Et au début, il y a la princesse qui se fait enlever, et le chevalier qui doit partir et quitter son château à la recherche de la princesse, qui se bat contre une meute de loups, puis un groupe de voleurs. Et ensuite, point au milieu, le twist. En réalité, la princesse était capturée dans son village d'accueil. Retournement de situation, il doit retourner sur place. Il combat à nouveau la meute de loups qui s'est associée à la meute de voleurs. Et il arrive enfin dans son village où le dragon, affrontement final, l'attend. Combat, bataille, il va perdre, il va mourir, c'est bon. Il gagne contre le dragon, il emporte la princesse avec lui. La fin. C'est quoi qui ne marche pas avec ça? La majorité de la publicité aujourd'hui suit ce modèle. Et ça ne marche pas pour une seule raison, qui est en fait tout simple. Une fois que le prince a récupéré ou a sauvé la princesse, il se passe quoi? C'est la fin. À partir du moment où on a une fin, on n'a plus d'histoire. Si on n'a plus d'histoire, on n'a plus de marque. Donc comment est-ce qu'on crée une histoire qui n'a pas de fin? Alors Christian Bale dit ça beaucoup mieux que moi, il dit l'art de la survie, c'est une histoire qui n'a pas de fin, qui ne finit jamais. Alors il n'a pas eu une idée extraordinaire. Il suffit de prendre les 1001 nuits, qui est basé exactement sur ce concept. Scheherazade reste en vie parce qu'elle arrive à inventer du contenu. C'était vraiment l'origine du content marketing il y a 400 ans. Blague à part, c'est quoi une histoire sans fin? C'est Tom et Jerry. J'ai appris que Tom et Jerry avaient une fin en fait, en réalité, mais on comprend bien que Tom et Jerry n'a pas de fin. Game of Thrones. Qui regarde Game of Thrones? Ok, donc à la fin, au moment où il y a un dragon, non, je plaisante. Game of Thrones. Des gens qui se battent pour le pouvoir. L'histoire est sans fin. On a bien compris qu'il y a une saison finale qui arrive, mais en soi, on pourrait durer ad aeternam. Hors du monde des médias, la campagne de Trump, qui est d'un point de vue de branding extraordinaire. Make America Great Again. À quel moment exactement America is great again? Concrètement, c'est quoi les indicateurs? À quel moment on dit, ah c'est bon, not great, great, on y est. On n'y est pas. D'ailleurs, quand Trump a annoncé sa candidature pour la nouvelle campagne à venir, le slogan c'est Keep America Great. Donc on sent que ça se décline. Heureusement qu'il n'y a que 2 termes possibles, parce que sinon ce serait Ensure America is Great Tomorrow. Un exemple issu du monde commercial, TransferWise, que vous voyez en bas à côté de Trump, qui est une société qui fait en fait du transfert d'argent. Donc concrètement, au lieu d'aller à la banque pour envoyer de l'argent en Espagne, eh ben, vous allez utiliser un service online. D'un point de vue de produits et services, il n'y a rien de vraiment extraordinaire et ce n'est pas les premiers à offrir un Western Union de cette sorte. Sauf qu'ils ont eu la très très bonne idée de raconter une histoire un peu de David et de Goliath. À dire, nous sommes la petite start-up qui veut exposer ces grandes banques qui vous volent de l'argent. Qui vous volent de l'argent parce qu'elles vous chargent plein de commission fees et qu'on ne vous le dit pas.
Et bien nous, tous ensemble, avec le peuple, on va se battre contre ces grandes banques. Donc, toute la narrative de marque de TransferWise tourne autour de nous sommes petits, les banques, c'est les méchants, mais grâce à nous, les banques ne vont pas pouvoir rester longtemps continuer à faire longtemps ce qu'elles font aujourd'hui. Ils avaient fait d'ailleurs un event qui était extraordinaire à Londres, où il y avait environ une centaine de jeunes personnes, vous pouvez trouver le lien sur YouTube, qui s'étaient mis complètement nus, peut-être des sous-vêtements, avec un tatouage qui disait « Rien à cacher, TransferWise ». Oui, l'idée de se mettre en opposition contre les banques est en soi éternelle. Comme dit Bill Gates, « We don't need bank, we need banking », mais les banques sont toujours là. La pierre angulaire, quand on veut raconter une histoire qui n'a pas de fin, c'est d'avoir ce qu'on appelle un idéal de marque. Alors, il suffit de lire un peu de littérature au sujet et chaque agence, chaque boîte de conseil a un vocabulaire différent. Alors, est-ce que c'est un idéal de marque? Est-ce que c'est une promesse de marque? Est-ce que c'est un cœur de marque? La même chose. On a tous un jargon différent pour parler exactement la même chose. Une idée centrale qui est pérenne. Depuis le début, Apple, le seul exemple d'Apple que j'utiliserai aujourd'hui, nous dit qu'il pense différemment. Adidas, que je trouve plus fin, nous dit « l'impossible n'est rien ». C'est une histoire qui est infinie. L'impossible n'est rien. Il y aura toujours quelque chose qui devra être possible, qui ne l'est pas aujourd'hui, donc on peut essayer de le faire. Le cœur de marque doit être un idéal, et un idéal doit être quelque chose qu'on ne peut jamais atteindre. Parce que si on peut l'atteindre, l'histoire s'arrête, et la marque n'a plus rien à dire. D'ici là, vous l'aurez compris, ce que ça veut dire le storytelling et d'avoir un idéal de marque, ça permet d'arrêter de vendre un produit, un service, et de vendre une idée. C'est quelque chose de beaucoup, 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 beaucoup puissant. Parce que le problème avec un produit ou un service, ou de spécification de produit, c'est que c'est comparable. 200 chevaux contre 240 chevaux, 34 chaînes de radio contre 37 chaînes de radio. C'est difficile. C'est un nivellement par le bas. À partir du moment où on vend une idée, il n'y a plus de point de comparaison. Pourquoi est-ce que Starbucks peut facturer autant pour un café? On connaît le prix du café. Qui d'entre vous connaît Moleskine? Et c'est pas mal. Moleskine est donc une marque qui vend des calepins en papier. D'un point de vue de produit, c'est simple. C'est une couverture, des pages, un petit volet à l'arrière, du papier de bonne qualité. J'ai fait un copier-coller. Alors c'est le slide un peu lourd de la journée. J'ai fait un copier-coller de l'histoire de marque officielle de Moleskine. Alors je vais pas vous la lire, mais je vous laisse littéralement 30 secondes, 45 secondes pour la lire, pour vous faire une idée de ce que Moleskine dit de sa marque. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous lisez? C'est quoi qui saute aux yeux? Les artistes? L'historique? Les grands artistes? L'héritage? Pardon? La tradition? L'authenticité, merci. Pardon? L'élégance, il y a une forme d'élégance, de sophistication, ouais. Une simplicité, ouais. Exactement, et j'y reviens. Merci d'avoir mentionné ça. C'est du name dropping. On va voir exactement pourquoi. Je vais montrer maintenant Mesdames et messieurs, je vais vous présenter l'envers du décor de l'histoire de Moleskine. Moleskine nous dit que tout a commencé il y a de nombreuses années. C'est quoi de nombreuses années? C'est 10 ans, c'est 5 ans, c'est 200 ans, c'est 400 ans? C'est hyper vague. Vous avez une marque dont la première ligne de son histoire de marque nous dit nombreuses années. Et ensuite, l'élément essentiel, Moleskine nous dit qu'il est l'héritier du carnet légendaire. Alors moi, je suis l'héritier de la danse traditionnelle du Pays de la Loire. Et je suis l'héritier
de la pratique du tatouage à Angers. Je suis l'héritier de ce que je veux. Je veux dire, je me suis auto-déclaré, je me suis auto-héritier. C'est exactement ce que Moleskine a fait. Et maintenant, le name dropping, Van Gogh, Picasso, Hemingway, c'est comme dire KFC, McDonald's, Burger King. Même une personne qui a jamais ouvert un livre de sa vie va connaître ces trois artistes. Et là, Bruce Chatwin. C'est qui Bruce Chatwin? Qui connaît Bruce Chatwin dans l'audience? Bande d'incultes. Non, sérieusement, pourquoi est-ce qu'on met Bruce Chatwin là-dedans? On nous met les trois artistes les plus connus au monde et on nous met après Bruce Chatwin. Pourquoi? Il n'est pas américain, il est anglais. Quand il y a un public anglais, les gens parfois connaissent Bruce Chatwin, mais c'est rare. Pardon? Ben ouais, merci. Bruce Chatwin a écrit en 86 ou 87 un bouquin. 86, 87, donc c'est pas il y a si longtemps que ça, en parlant d'un carnet noir et en appelant ce carnet noir un Moleskine. Donc la première fois que le mot Moleskine est utilisé en référence à un carnet noir date des années 80. Picasso, il n'a jamais eu un Moleskine dans les mains. Par contre, il a eu un carnet noir. Ça, on n'a pas de doute. Il y a probablement des photos de Picasso avec un carnet noir dans les mains, un artiste. Et ensuite, on nous parle d'une manufacture française qui est centenaire ou 200 ans, plus d'un siècle. L'histoire, c'est qu'en fait, il y a une compagnie, un éditeur italien à Milan, qui en 2007, ça fait 11 ans, a acheté le droit de Moleskine. Concrètement, déposer le nom d'un mot qui est dans un livre écrit dans les années 80, ça ne coûte pas très cher, qui a racheté la production d'une petite manufacture française pour lancer quelques éditions et qui a mis tout ça dans un sac, qui a secoué et qui a créé l'histoire Moleskine. Aujourd'hui, plus de 90% de la production de Moleskine est faite en Chine. Le coût de production d'un cahier est de moins de 1 euro. Je vous laisserai faire un Google sur le prix moyen de vente d'un cahier de Moleskine. Et surtout, la compagnie vaut, au moment où il y a eu une offre publique d'achat qui a été rachetée depuis, mais à l'époque, à peu près un demi-milliard d'euros pour vendre du papier. Tu sais, on parle toujours des nouvelles technologies, de l'innovation extraordinaire et trouver l'idée que personne n'avait, etc. Leur idée, c'était vendre des carnets avec des pages. Et ça vaut un demi-milliard d'euros. Ouais, le pitch d'investisseur. L'exemple de Moleskine est probant. Maintenant, comment est-ce qu'on crée une histoire? Parce que c'est facile de voir un exemple terminé comme ça, dire bon voilà, en effet, l'histoire est bien, je comprends pourquoi ça marche, c'est éthiquement acceptable ou pas acceptable, c'est hors sujet aujourd'hui. Mais concrètement, comment est-ce qu'on crée une marque? Ce qu'on a commencé à faire il y a à peu près 2 ans, c'est de travailler sur un modèle. On s'est dit, bon, on ne peut pas juste aller au gut feeling et se dire que ça, c'est une histoire de marque. Il faut qu'on ait un processus. Et on a en fait décomposé ce que c'est une histoire de marque dans un contexte de branding. Alors, je vais vous donner plusieurs exemples, mais fondamentalement, on a trouvé que chaque marque a 7 éléments qui se retrouvent. Alors évidemment, avec des dosages, des curseurs, on va dire, qui sont différents, mais ces 7 éléments sont toujours là. Au centre, c'est l'idéal de marque dont je vous ai parlé. Adidas qui nous dit que l'impossible n'est rien. C'est la raison d'être d'une marque, c'est au centre. Et ensuite, si je parlais sur les côtés, le contexte, c'est tout ce qui est externe à la marque. Mais ce qui est externe à la marque, c'est très important. Souvenez-vous de Joshua Bell dans le métro. Le métro, il est externe. Pourtant, il influence énormément la perception de Joshua Bell. Tout à droite, c'est les ressources. Ça, c'est concrètement ce qui est à disposition d'une marque pour raconter son histoire. C'est ses actifs, s'il faut parler en termes financiers, qu'ils soient tangibles ou intangibles. La majorité de la communication est faite à ce niveau-là, des ressources. Nous sommes un super hôtel, on a une super vue, on a un super Wi-Fi et on accueille famille, touristes, voyageurs, business, la même chose et on se réjouit de vous voir. Nous avons un super restaurant, bonne bouffe, bonne ambiance, super lumière. Voici notre dernier programme bancaire, des experts sont derrière, travail de qualité, rendement assuré. Et ensuite, ces 3 plus petits carrés autour,
qui raconte vraiment le flow de l'histoire. Le déclencheur, c'est ce qui provoque l'histoire, parce que bien que l'histoire n'ait pas de fin, elle doit avoir un début. Le héros, chaque héros a une histoire, et une histoire de marque, le héros, c'est la marque. L'intrigue, qu'est-ce que la marque fait pour atteindre cet idéal? Et finalement, les thèmes. Quelles sont les grandes thématiques de marque qui se dégagent d'une histoire? Prenez n'importe quel film, il y a des thématiques. La loyauté, l'amour, la trahison, la déception, l'angoisse, la décision. Une marque a des grands thèmes. Louis Vuitton nous parle de voyage. Le voyage, c'est un grand thème pour Louis Vuitton. Alors, je vais vous donner quelques exemples, parce qu'évidemment, un schéma comme ça, un peu balancé, c'est pas toujours parlant. Alors, je vais vous raconter d'une histoire. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce que c'est le produit, je vais vous le dire après. Dans un contexte où la technologie prend de plus en plus de place dans nos vies. Et ça crée une tension. Ce qui débute l'histoire, c'est comment est-ce qu'on trouve un équilibre entre l'humain, nous, d'où nous venons, et cette technologie qui prend tellement de place. Pour arriver à ça, il faut qu'on soit intelligent. Il faut qu'on soit simple. Il faut qu'on ait, on va dire, une forme de fonctionnalité dans notre approche. Quel est l'idéal qu'on veut avoir en tant que marque? On veut reprendre le contrôle sur la technologie. Ça, c'est comme Trump qui Make America Great Again. À quel moment est-ce qu'on a repris le contrôle sur la technologie, sachant que la technologie change toutes les semaines? Comment est-ce qu'on s'y prend? Le comment? Comment est-ce qu'on arrive à atteindre cet idéal? Eh bien, en réduisant la technologie à l'essentiel. Quels sont les grands thèmes? On va parler de détox digital, on va parler de simplicité, on va parler de détails. Et qu'est-ce qu'on a à disposition? En fait, on va vendre des appareils électroniques. La marque, qui est une marque assez niche, s'appelle Punkt. Punkt, en allemand, ça veut dire point. Donc, on va à l'essentiel. C'est une marque suisse. C'est une marque suisse qui vend des téléphones et des réveils. Et ce téléphone que vous voyez ici vaut près de 300 euros. Vous pouvez téléphoner avec, vous pouvez envoyer des textos, vous pouvez l'éteindre. C'est tout ce que vous pouvez faire. Ça vaut 300 euros. Pourquoi ça vaut 300 euros? Parce que tous les gens qui achètent ce téléphone connectent avec cette idée de reprendre le contrôle sur la technologie. La majorité des clients de Punkt sont des gens qui ont déjà le dernier Samsung, le dernier iPhone, mais qui, le week-end, ont quand même envie un peu de déconnecter. Donc, ils ont un Punkt avec. Je ne l'ai pas inventé. Au niveau digital, et c'est là que je pense que c'est important et très pertinent par rapport à aujourd'hui, c'est qu'on sent la connexion avec une histoire de marque qui est une image mentale, en fait, reprendre le contrôle sur la technologie, et comment ça va venir nourrir une stratégie digitale. Punkt a inventé le Digital Detox Challenge. Alors, qu'est-ce que c'est un Digital Detox Challenge? N'importe qui peut écrire à Punkt pour recevoir un téléphone Punkt gratuitement pendant une semaine. Et le but, c'est de ne pas utiliser votre smartphone pendant une semaine, mais d'utiliser un Punkt à la place. Et ensuite, vous devez relater votre expérience via un blog, via les médias sociaux, etc. L'effet viral qui a été créé par cette campagne est extraordinaire. Parce que les gens ne parlent pas de téléphone. Parce qu'évidemment, il y a quoi à dire à part? Il y a des boutons, je peux faire un appel. Les gens parlent de leur vie. Comment est-ce que les gens connectent avec la technologie? Comment c'était incroyable de demander son chemin à quelqu'un dans la rue au lieu d'ouvrir Google Maps? Comment c'était incroyable de parler au staff d'ISN? Non, j'oublie ça. Un autre exemple, très différent, dans un contexte urbain, où les gens, ils n'ont pas de temps. De toute façon, ils n'ont pas de discipline. Et puis, de toute façon, aller au fitness, c'est beaucoup trop cher. Donc, ils ne restent pas en forme. Ce qui démarre l'histoire, là, c'est de dire, il ne devrait pas y avoir d'excuse de ne pas être en forme. Même si on est busy, même si on a des gamins, même si on n'a pas de thunes pour le fitness, on devrait pouvoir être en forme. Alors pour ça, il faut qu'on ait un héros qui soit un peu discipliné, c'est le minimum. Un petit peu autoritaire aussi, pour nous sortir de là le matin quand il fait froid, et aller courir. Et puis qui ait un peu un sens de l'humour pour pas que ce soit non plus la prison, quoi. L'idéal de cette marque, c'est de nous dire, on va aider les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. C'est extraordinaire. À quel moment est-ce que les gens sont devenus la meilleure version d'eux-mêmes? C'est l'histoire de l'humanité, de la civilisation. On veut toujours devenir mieux jusqu'à ce qu'on meure.
l'intrigue. Comment est-ce qu'on va aider les gens à devenir une meilleure version d'eux-mêmes? On va faire des exercices qui n'ont pas besoin d'équipement. On va inclure une compétition sociale où on peut, contre ses amis, comment dire, enregistrer combien d'exercices on fait, combien de pompes on a fait. Quels sont les thèmes? C'est une nouvelle routine, une nouvelle façon de vivre, c'est la détermination, c'est la force, aussi bien physique que mentale. Et qu'est-ce qu'on a à disposition? C'est une app, une appli, et puis ces exercices qui sont développés par des athlètes, par des scientifiques, etc. La marque derrière, c'est Freeletics. Quelqu'un connaît Freeletics ici? Ah, quand même, ouais. Ah, c'est une marque allemande qui a lancé il y a quelques années et qui, d'un point de vue produit ou service, si on veut, c'est une app qui vous dit fais des pompes, fais pas de pompes, repose-toi, fais plus de pompes, dis à tes amis que tu as fait des pompes, repose-toi. Euh, Sauf que c'est pas ça qu'ils nous disent. Ils nous disent tous ensemble, on va vous aider à devenir une meilleure version de vous-même. Il ne devrait pas y avoir de raison de ne pas être en forme. Donc ton excuse qui fait trop froid, que tu n'as pas le temps, elle compte pas. Parce que c'est possible de le faire. L'idée est tellement forte, avec un peu cet esprit militaire, on va dire, dans le visuel, ce côté très noir-blanc, un peu bootcamp, très masculin d'ailleurs, crée des opportunités extraordinaires. YouTube, des centaines de vidéos de transformation. Parce que pour devenir une meilleure version de soi-même, on a un six-pack. Et donc, on voit ces mecs, c'est principalement des mecs qui, il y a 15 semaines, ils ont bu pas mal de bière, et 15 semaines après, ils sont prêts pour le dernier Ironman. Donc on voit comment l'histoire de marque connecte avec une stratégie digitale. Le contenu à créer, il y en a quoi. On peut parler de devenir une meilleure version de soi-même ad aeternam. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on a un idéal de marque qui n'est pas lié au produit, devenir une meilleure version de soi-même, ce n'est pas forcément lié au fitness. Ça peut être lié à beaucoup de choses. Et Freeletics l'a bien compris en lançant, après le sport, la nutrition, ce qui est très proche, mais qui est déjà différent. En se positionnant sur acheter les bananes et votre juice chez nous parce qu'on va vous aider à devenir une meilleure version de vous-même. Et ensuite, ils ont commencé à vendre des vêtements, voilà, le tapis de yoga, etc. Mais est-ce que demain, Freeletics peut commencer à vendre des vacances, une croisière sport? Est-ce qu'ils peuvent ouvrir des hôtels? Probablement oui, parce que leur idéal de marque leur permet d'aller dans des endroits très différents, contrairement à Cosmopolitan, pour qui c'est difficile de vendre des yaourts. Freeletics peut vendre des yaourts. Troisième exemple, aux États-Unis, Détroit, 2008, la crise financière. Détroit, c'est la maison de Ford et de General Motors qui s'est complètement écroulée pendant la crise financière, mettant à jour la volonté sans fin de faire de l'argent des Américains et qui a en fait plombé une économie entière. Ce qui déclenche l'histoire, c'est de dire est-ce qu'on peut renaître de ces cendres? Est-ce qu'on peut sortir de cette crise? La marque a été lancée en 2007. Le héros, pour ça, il doit être courageux, il doit être un peu patriote. Ce qui est intéressant, c'est que c'est très similaire à la campagne de Trump, mais qu'en fait, c'était fait bien avant. Quel est l'idéal? L'idéal, c'est qu'on veut raviver la beauté de l'industrie. Une fois encore, à quel moment est-ce que la beauté de l'industrie est ravivée et c'est bon, on peut tous aller à l'apéro? Comment est-ce qu'on va raviver la beauté de l'industrie? Qu'est-ce qu'on fait? On va avoir une production localisée pour faire honneur à cette manufacture américaine, puis on va travailler de façon traditionnelle. Les thèmes, c'est forcément la nostalgie, c'était mieux avant, l'artisanat. Quelles sont les ressources? On va avoir des usines à Détroit, et puis on va travailler avec toutes les minorités. Tous ces gens qui ont peu d'éducation et qui ont perdu leur job dans les chaînes de montage de bagnoles, et bien maintenant, grâce à nous, ils renaissent eux aussi de leurs cendres. La marque en question, elle s'appelle Shinola. C'est une marque qui est très connue dans le monde anglophone, mais beaucoup moins en Europe. Il y a une raison d'ailleurs. Qui a été lancée en 2007 avec ce look complètement rétro, vintage, hipster, pour utiliser un mot base, qui nous dit en fait, vous achetez une montre, vous achetez une part d'histoire de la manufacture américaine. Sachant que la marque a été créée en 2007, c'est assez ironique, et que
les composantes viennent de Suisse et que l'intégralité du staff a été formée par des horlogers suisses. Pourtant, ce n'est pas une montre suisse, c'est sûr que non, c'est une montre de Détroit. Et quand ils nous disent on travaille dur à Détroit pour rendre le gift giving facile avant Noël, on imagine tous ces gens qui travaillent des heures sup au milieu de la nuit, mais au moins maintenant ils ont un job. On porte fièrement cette watch, cette montre, comme Obama et comme Clinton l'ont fait, pour démontrer la beauté de l'industrie américaine. Alors évidemment, cette histoire, elle prend très bien aux États-Unis, elle prend beaucoup moins en Europe ou en France, typiquement, parce que si vous arrivez avec une histoire comme ça en France, on ravive la beauté de l'industrie et de la manufacture. Si j'étais français, je dirais, on a Hermès, mec. Donc évidemment, on sent aussi qu'une histoire a des limitations culturelles et des limitations géographiques qui peuvent en fait lui permettre, ou justement de ne pas lui permettre de grandir. D'un point de vue digital, alors évidemment, il y a beaucoup de contenu qui est lié à la production, de contenu qui est produit qui est lié à la production de montres et comment c'est fait, etc. Très suisse en fait comme approche. Mais aussi énormément de contenu qui est fait par des utilisateurs, par des acheteurs, avec deux hashtags. Et je parle juste du deuxième qui s'appelle Love My City. Donc en fait, ils ont transféré cette idée de cette fierté de Détroit qui renaît à n'importe quelle ville dans le monde. En fait, on peut en être fier. Love My City, hashtag Bruxelles, hashtag Chinola. Et finalement, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vont ouvrir ou ils ont ouvert à Détroit un hôtel qui devient en fait la démonstration et le flagship de cette marque qui a permis à Détroit de renaître de ses cendres. Et on trouve ça normal. On ne se dit pas pourquoi une marque de montre ouvre un hôtel. C'est un peu bizarre, non? J'aimerais, comme dernier exemple, vous montrer un projet hôtelier sur lequel on a travaillé à Paris, il y a quelques années déjà, qui a vraiment d'ailleurs lancé notre activité sur Paris, qui s'appelait le Terrasse Hôtel, qui s'appelle toujours le Terrasse Hôtel, basé à Montmartre, dans le 18e arrondissement, donc un quartier hyper artistique, très très touristique. Et puis bon, vous voyez les photos derrière moi, voilà le look de l'hôtel en 2013, avec un style, une décoration, on va dire, assez classique. L'histoire qu'on a bâtie pour ça, alors évidemment, quand je vous dis on a bâti pour ça, on ne s'est pas mis autour d'une table, on a inventé l'histoire, il y a tout un travail de recherche qui est fait, de comprendre le quartier, de comprendre la compétition, tout ce qu'on appelle un audit de marque ou un audit marketing, qui est très ennuyant, donc que je passe complètement aujourd'hui. Pour arriver à un contexte qui nous semblait intéressant, c'est bon, évidemment Montmartre. C'est facile, on a Montmartre, c'est le quartier des artistes. Énormément d'hôtels indépendants, le Terrasse Hôtel a 100 chambres, c'est le plus grand hôtel de Montmartre, même du 18e arrondissement. Et puis un emplacement qui est un petit peu excentré par rapport à Montmartre. Pour ceux qui connaissent Montmartre et la rue des Abbesses, il fallait un peu continuer jusqu'à ce qu'on arrive à l'hôtel. Donc on n'est pas au centre. C'est là qu'on s'est dit, il y a une belle opportunité. C'est que bien qu'il y ait tous ces hôtels et que tout le monde parle de Montmartre comme un quartier artistique, il n'y a pas un seul hôtel qui a pu devenir iconique de Montmartre. Quand je dis iconique, je vous dis à Montmartre, il y a le Sacré-Cœur, il y a le Moulin Rouge, il y a la place des Tertres, et tout le monde connaît ça, c'est des landmarks. Par contre, c'est quoi l'hôtel de Montmartre? On sait qu'il y a le Ritz à la place Vendôme, mais on ne sait pas ce que c'est, ce qu'il y a à Montmartre. On sait qu'il y a une très belle opportunité d'histoire de marque là. Le héros, il est établi, parce qu'il fait partie de Montmartre depuis plus de 100 ans. Il est connecté avec les commerces locaux, etc. Et il est moderne, il vit dans son temps. Il vit dans son temps, pourtant, son idéal, c'est d'être l'adresse des artistes depuis 1911. Il l'était depuis 1911, il l'est aujourd'hui, il le sera demain. Ça vous semble évident, mais avant qu'on commence ce travail, le fait que l'hôtel soit centenaire n'avait jamais été mentionné dans aucun élément de communication. Comment est-ce qu'on va atteindre cet idéal? Parce qu'à quel moment est-ce qu'on est devenu l'adresse des artistes? On l'est, on ne l'est pas, on continue à l'être, ça finit pas. On va accueillir des artistes, et puis on va aussi beaucoup cibler la clientèle locale. Quels sont les thèmes? Et là, je vais insister sur les thèmes, parce qu'ils sont très importants d'un point de vue de marketing digital et de contenu. C'est l'esprit d'artiste, c'est l'héritage familial, et c'est le village de Montmartre. Montmartre est vraiment un village dans Paris, non seulement géographiquement, qui est un peu surélevé, mais même légalement, Montmartre a un président.
Donc si vous êtes né à Montmartre, vous avez la possibilité de devenir président de Montmartre. Et quelles sont les ressources? Un hôtel avec une vue, pour le coup, époustouflante, un bâtiment centenaire, et voilà. Cette histoire de l'adresse des artistes depuis 1911 qu'on a mis sur pied, et qui est en fait pas si originale que ça, mais qui a le mérite de fonctionner parce que personne d'autre ne l'avait fait, nous a permis a servi de plateforme de communication sur l'intégralité du lancement, non seulement de l'hôtel, mais ensuite dans la continuité. Là, ce que vous voyez, c'est un extrait du kit de presse qui avait été fait et envoyé à l'époque, où on dit, voilà, c'est la renaissance d'une icône montmartroise. Donc on sait, un peu comme Moleskine qui s'est auto-hérité, héritier, nous on s'est auto-proclamé une icône de Montmartre qui renaît. Alors évidemment, le storytelling et cette plateforme, cette histoire qu'on a développée, permet de prendre des décisions. Alors, petite aparté analogue, aussi bien au niveau de la décoration intérieure, si on veut être l'adresse des artistes depuis 1911, il faut peut-être qu'on ait des moulures au plafond pour que les gens se disent que le bâtiment est centenaire, quoi. Ce n'était pas le cas avant. On a mis des moulures. Ça veut aussi dire que l'identité visuelle doit suivre ça. Quand on parle de branding, tout le monde parle de logo et de couleur. J'aime bien la fonte, j'aime pas la fonte, j'aime le bleu, j'aime le jaune, faisons du vert, on est entre deux. Sauf que la raison pour laquelle on fait du design, c'est pour exprimer, c'est une façon de traduire la stratégie qu'on veut mettre en place. Ce n'est pas une question de goût ou de couleur, c'est une question de message. Et ça a été extraordinairement utile d'avoir une plateforme de marque qui permet d'avoir une vraie discussion avec tous les partenaires, que ce soit les partenaires web, les partenaires digitaux, les partenaires d'architecture intérieure, de design, etc., pour cadrer tout le monde et que tout le monde raconte la même histoire. Je reviens à ces thèmes. Esprit d'artiste, village de Montmartre, héritage familial. Pourquoi est-ce qu'ils sont si importants? Ils sont si importants parce qu'ils permettent de définir une ligne éditoriale. La ligne éditoriale d'une marque découle directement de son histoire. À l'époque, le Terrasse Hôtel avait un blog qui parlait de Paris, booker vos tickets pour l'Opéra Garnier, visiter la place Vendôme, que faire un samedi après-midi au Jardin du Luxembourg, blablabla. Sauf que tous les hôtels à Paris font ça. Donc, on veut dire que faire un dimanche après-midi à Paris? Vous êtes sûr qu'il y a en tout cas 250 hôtels à Paris qui ont eu ça comme sujet de blog. Donc, on l'a complètement restreint. On a dit non, non, non. Ce qui se passe à Paris, c'est même pas notre problème. Nous, on parle seulement du village de Montmartre. Donc, l'histoire de marque vient servir de point de départ pour la stratégie éditoriale web. Et ensuite, on a organisé des rubriques autour de trois choses qui sont le carnet d'adresses qui parle des adresses locales, esprit d'artiste, les expos, les musées, les graffitis sympas qui sont à Montmartre uniquement. Le village urbain qui parle du style des gens sur la rue des Abbesses, et puis les classiques de Montmartre où le Moulin Rouge, comment y aller, que faire, combien ça coûte, etc. L'augmentation de trafic qui a été générée grâce à ce changement de ligne éditoriale était époustouflant. Parce que tout d'un coup, on devenait pertinent seulement par rapport à Montmartre. Alors bien sûr, si quelqu'un cherche super hôtel à Paris pour passer un week-end avec ma femme, mes enfants, mon chien, Longtail, ne va pas trouver le Terrasse Hôtel. Prendre une décision comme ça veut dire renoncer à être neutre. C'est un Suisse qui a dit ça. Je réalise l'ironie en le disant. Le résultat, c'est ça. C'est un hôtel extraordinaire qui a repris complètement vie. Donc vous voyez que la déco reprend certaines touches d'artistes. On voit les salles de bain avec ces quelques lampes qui rappellent une loge d'artistes. Et cette vue époustouflante sur le tout Paris. Quand Ideat parle du Terrasse Hôtel, ils nous disent cette légende de la butte, pardon pour la faute, cette légende de la butte Montmartre vient de faire peau neuve. On parle énormément de dialogue quand on parle de marketing digital. On dit oui, mais avant, on envoyait un message, maintenant, il y a un dialogue. Il ne faut pas oublier une chose, il y a un dialogue, mais en tant que marque, on est les premiers à parler. Donc les gens répondent en fonction de ce qu'on leur a dit d'abord. Donc quand on envoie un press kit qui dit « Renaissance de l'icône de Montmartre », la presse dit « La légende de la butte refait peau neuve ». Le Wall Street Journal, online, nous dit « Allez au 7e étage du café du Terrasse Hôtel,
un endroit favorisé par les artistes et les écrivains des années 20. Le Télégraphe, cet hôtel historique, une fois fréquenté par Dali, Renoir et Édith Piaf, a été dans les mains de la même famille depuis 5 générations. Quand vous êtes un touriste américain ou anglais et vous cherchez un hôtel pour aller à Paris, faites 2-3 recherches online. Vous tombez sur le Télégraphe, parce qu'évidemment, le Télégraphe a un meilleur référencement que votre pauvre site web. Et qu'un touriste voit ça, il dit, c'est extraordinaire. Notre anniversaire de mariage, nos 20 ans de mariage, je t'emmène à Paris, dans cet hôtel qui était fréquenté par Dali, Renoir et Matisse. Pour 10 euros de plus, ça va quoi. Et ça, c'est mon préféré. Alors, on ne le voit pas, c'est tout petit, mais c'est un article. Alors, rien de tel que de finir avec un exemple papier dans une conférence digitale, du Vanity Fair, qui, alors on le voit en rouge, qui dit « lieu de culte ». Alors évidemment, maintenant, tous les commentaires qui sont faits en relation au Terrace Hotel utilisent ça comme point de départ. Alors ils vont dire « Ah, c'est pas vraiment l'adresse des artistes, je vois pas où sont les artistes, pourquoi il n'y a pas d'artistes, pourquoi ils s'appellent comme ça ?» Tant mieux, ils utilisent le même cadre de référence, celui qu'on leur a donné. Après, c'est un problème opérationnel, mais c'est plus un problème stratégique. 3 choses qui sont à retenir, en tout cas pour ma partie, c'est le fait que le contexte influence la perception. Et on a tout de suite tendance à tomber dans le détail des choses. Mais en fait, il y a tellement d'informations, il y a tellement de marques, il y a tellement de choses qu'on a besoin de raccourcis. Et le contexte donne un raccourci. Le contexte influence la perception. Le storytelling, au-delà de son mot buzz, à quoi il sert? Le storytelling, il donne un contexte à un produit ou à un service. Et finalement, que vous soyez une start-up avec 200 euros de budget dans votre cave ou une compagnie qui a 4000 employés internationaux, vous pouvez concevoir une histoire de marque. Vous pouvez partir de zéro, même s'il n'y a rien, on peut toujours inventer une histoire. Regardez Moleskine, ils avaient quoi à part un cahier et 4 pages? Rien. Vu que j'ai plus le droit d'envoyer des emails, de prendre vos emails de façon sauvage et de vous mettre sur ma newsletter, je vous encourage fortement, je vous encourage très fortement à suivre notre page LinkedIn qui a plein d'infos. On a un super magazine sur la stratégie de marque qui est en anglais mais qui a le mérite d'être très complet. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie en tout cas de votre présence. Merci. Un grand merci Yuri. Est-ce que quelqu'un ou dans l'audience souhaite poser une question en relation avec le storytelling et les stratégies de marque à Yuri qui se prêtera au jeu? On peut prendre 1 ou 2 questions avant de nous diriger nonchalamment vers le cocktail. Oui, alors si vous pouviez vous lever, vous présenter et poser votre question, monsieur, s'il vous plaît. Je t'apporte un micro, sans déconner. Bonjour, Florian Marlin. Petite question, ça coûte cher de se créer une image de marque en partant de zéro? Ça dépend de qui le fait en fait. Bah toi, par exemple? Je dois dire que c'est une bonne question. Ouais, c'est bien. C'est en francs suisses. Hein. En euros, c'est moins cher. Je pense que ça dépend. Voilà, je vais donner une fourchette qui passe. On a fait des projets pour 3 000 euros et on a fait des projets pour 90 000 euros. La majorité des projets qu'on fait sont entre 50 et 60 000 euros. Maintenant, ce qui dépend, pour être tout à fait transparent, ce qui dépend maintenant énormément, c'est des livrables. Qu'est-ce qui est réellement rendu à la fin? S'il s'agit de faire un workshop pour débroussailler un peu la situation d'une boîte, etc., c'est une demi-journée de travail, plus une demi-journée de workshops, donc ça reste très contrôlable. Si on doit vraiment livrer l'intégralité
la stratégie de marque et qu'ensuite on fait le design, là, ça devient évidemment énormément de ressources, quoi. Donc, c'est difficile de donner une fourchette précise, d'autant plus qu'une start-up de 2 personnes, ça va être facile de décider. Une banque, il va y avoir 7 niveaux jusqu'à ce qu'on arrive à une décision. Donc, les budgets ne sont pas les mêmes, juste parce que le processus décisionnel est différent. Mais enfin, une très grosse fourchette, quoi. Une autre question. Un discount de 10%. On n'a pour pas de Orangé. micro. Si quelqu'un de l'équipe peut passer avec les micros. Vincent? Bonjour, je m'appelle Sipayuan Bay. Personne ne retiendra le prénom, c'est pas grave. Mais alors j'ai une question par rapport du coup à la construction d'une image de marque. Là où il y a un travail en amont et très abouti, type la terrasse. À quel moment en fait est-ce que vous avez l'impression de aussi modeler le produit du client qui a déjà un produit finalement? Et là, avec le design, etc., est-ce que vous l'engagez pas dans une réflexion sur son produit lui-même aussi? Inévitablement, oui. Je pense qu'il y a toujours on a toujours l'impression de faire du packaging au début, et plus on avance, on touche à des questions qui sont fondamentales. Typiquement, quand on parle d'un idéal de marque, à quoi on sert, pourquoi on est là, pourquoi est-ce que les clients devraient être intéressés. Donc forcément, on touche à des questions fondamentales. Après, selon les clients, il se passe que ils résolvent le problème eux-mêmes et on avance. Dans d'autres cas, on est beaucoup plus impliqué sur des questions stratégiques de ligne de produit ou de type de lancement, etc. Je crois que c'est très, très variable. Mais ce qui est clé, ce qui est peut-être on a parté d'autres questions, mais qui est pertinent, c'est que rien ne peut se faire sans que le client ou l'équipe qui porte un projet y croit vraiment. Parce que pour nous, c'est hyper facile d'inventer des idées. On peut inventer 1 milliard d'idées, on peut vous vendre un crayon avec 250 idées. Il n'y a aucun problème. Mais si l'équipe qui porte ce projet ne le voit pas comme ça, ne le comprend pas comme ça ne va jamais se passer. Il y a énormément d'agences et j'ai travaillé comme ça au début aussi d'ailleurs, qui ont des super idées, qui rendent des PowerPoints extraordinaires en disant voilà comment faire. Ensuite, il y a une réalité opérationnelle qui arrive. On n'a pas les ressources, on n'a pas les connaissances, personne n'a vraiment compris ce que ça veut dire, etc., etc. Ce qui fait que le projet capote. Donc je pense qu'il y a vraiment cette nécessité, non seulement d'inclure, mais vraiment d'inclure le client à travers tout. Je pense que ça répond à votre question. Ouais. Une autre question? Déjà merci parce que franchement c'était très intéressant. Moi j'ai du coup une question par rapport à l'éthique. C'est-à-dire que effectivement c'est sympa, ça fait rêver, mais si au final derrière il n'y a pas les preuves d'un discours, il n'y a pas le contenu. Moi ce que j'appelle le contenu, c'est vraiment j'apporte des preuves de ce que je dis. Voilà, du coup par rapport à ça, je voulais avoir votre ressenti. Absolument. C'est marrant parce que j'enseigne un petit peu la stratégie de marque et c'est toujours un sujet inévitable qui prend plus ou moins de place selon les classes, l'éthique. Et ce qui est extraordinaire avec cette notion d'éthique, c'est qu'en fait, on vous prend tous, on vous demande qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui n'est pas, on aura 200 réponses différentes. Donc c'est très très difficile, et ce qu'on a réalisé, d'arriver à avoir une sorte de charte de qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on ne fait pas. Nous personnellement, moi-même personnellement, on refuse de travailler pour 2 industries, l'armement et le tabac. On pourrait le faire. On a eu l'occasion de le faire. On avait un gros contrat pour quelque chose dans l'armement. On l'a refusé pour des questions éthiques, parce qu'on estime que une fois qu'on sait gérer ce processus de création d'histoire, de la propagande fondamentalement, c'est juste un autre mot pour la propagande, c'est extrêmement puissant. Donc il y a des responsabilités qui partent avec ça, et après, je crois que chacun doit avoir son compas sur qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui n'est pas faisable. Moi, je suis parfaitement confortable de dire que le Terrasse Hotel était contemporain de Dali et de Renoir, parce que c'est vrai. Il était contemporain de Dali et de Renoir. Après, je l'emballe de façon sexy, quoi. Ouais. Ça, c'est une bonne non-réponse, non?